Bonsoir à tous et bienvenue à notre cinquième et dernière conférence de l'année universitaire 2020-2021 de l'Université rurale de la Cologne. Alors cette année, nous avons passé en revue déjà un certain nombre de thèmes. Nous avons eu une conférence sur la politique au mois d'octobre, la dernière conférence qu'on a pu faire en présentiel. Et nous avons aussi organisé une conférence sur les sciences et techniques et des conférences sur l'histoire. Et puis aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment différent, que nous n'avons pas encore abordé, un thème différent, qui est l'histoire de l'art. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jean-Loup Leguet, qui est documentaliste au musée d'Amiens et secrétaire perpétuel de la Société des antiquaires de Picardie, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir ce soir à Tincourt-Boucly pour nous présenter un tableau d'actualité, le radeau de la Méduse par Géricault. Et donc je vais lui laisser la parole, il vous parlera de ce radeau beaucoup mieux que moi. Et donc bonne conférence à tous et bienvenue à M. Leguet. Bonjour à toutes et à tous. Grâce à l'aimable invitation du Comité des sages de l'Université de la Cologne, je suis très heureux de pouvoir mettre ce soir un coup de projecteur sur un tableau que de nombreux visiteurs ont pu admirer malgré la crise sanitaire depuis la réouverture du musée d'Amiens il y a tout juste un an. Depuis son inauguration en 1867, le musée Napoléon, qui plus tard a pris le nom de musée de Picardie, conserve en effet la copie à taille réelle du célèbre radeau de la Méduse, peint par Théodore Géricault. Le tableau original, qui fut exposé pour la première fois à Paris en 1819, avait été inspiré à son auteur par le tragique naufrage d'une frégate en 1816 au large du Sénégal. Relayé par la presse, le récit des survivants va déclencher un scandale politique retentissant, alors que la monarchie n'est rétablie en France que depuis quelques mois. L'incurie du capitaine, récompensé pour sa loyauté à l'égard des Bourbons mais incompétent, va s'opposer au triste sort des passagers dont une grande partie se trouvait être des bonapartistes. C'est un retour sur cet événement majeur, tant d'un point de vue historique qu'artistique, que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. La scène se passe en mer, où un radeau, incliné sur des vagues, porte un gréement de fortune. Une toile a été attachée au mât pour former une sorte de tente, tandis qu'une vergue soutient une voile carrée. Au premier plan, plusieurs cadavres. À gauche, le premier repose sur des effets militaires. Le deuxième est retenu par un homme plus âgé et méditatif. Le troisième est à plat ventre. Le quatrième, enfin, gît sur le dos, le haut du corps traînant dans l'eau. Plusieurs personnages sont assis au pied du mât. Au centre, 3 de leurs compagnons se dressent vers un autre groupe d'hommes qui, eux, se sont hissés sur des tonneaux et font de grands gestes en agitant des chiffons. À l'extrême droite, un autre personnage tente lui aussi de se relever en se soustrayant au poids d'un compagnon peut-être déjà mort. Près du mât, 4 hommes debout. L'un d'entre eux montre le large et les 3 autres regardent. À l'horizon, enfin, la haute voilure d'un navire dont la silhouette est encore minuscule. Un tableau, l'un des plus grands en dimension, mais aussi en réputation, du musée du Louvre. Un titre, Scène de naufrage, rapidement remplacé par celui de Radeau de la Méduse. Un autre peintre, Théodore Géricault, dont les dates de naissance et de mort indiquent qu'il est décédé dans sa 33e année. Début 1818, Géricault a 27 ans. Il possède un atelier à Paris, rue des Martyrs, non loin de celui d'Horace Vernet, que fréquentent nombre d'artistes libéraux de l'époque. Formé dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin, Géricault s'est fait remarquer par son hussard chargeant, mais aussi par son cuirassier blessé quittant le feu.
Il est passionné par les chevaux. L'année précédente, il a effectué un séjour à Rome, où la course des chevaux libres lui a inspiré plusieurs études à l'huile. Mais il n'en tire pas de grandes compositions. Autre sujet de fascination, les faits divers brutaux, comme l'affaire Fualdès, le meurtre crapuleux d'un notable à Rodez. Il y consacre plusieurs dessins, mais encore une fois, sans aboutir à une toile. Il s'attache alors à un autre événement qui déchaîne les passions. Le naufrage de la frégate La Méduse. Le peintre en a connaissance par les images populaires et surtout par le livre de deux survivants, Jean-Baptiste Henri Savigny et Alexandre Coréard. Géricault va les rencontrer et recueillir leur histoire. En juin 1816, 4 navires français avaient quitté le port de Rochefort. Mission, aller reprendre possession du Sénégal que le traité de Paris venait de restituer à la France. Commandant de la frégate La Méduse, Hugues Duroy de Chaumaret. Comme d'autres nobles émigrés pendant la Révolution, il a retrouvé sa fonction à la faveur de la Restauration, mais n'a plus navigué depuis 25 ans. À bord ont aussi embarqué le futur gouverneur du Sénégal, ses fonctionnaires et 2 compagnies de bataillons d'Afrique. Début juillet, la Méduse, plus rapide que les autres navires, se trouve au large de la Mauritanie. Son commandant, croyant avoir passé les hauts fonds de la baie d'Arguin, fait naviguer au sud-sud-est pour gagner au plus vite Saint-Louis du Sénégal, et ce, malgré les mises en garde de ses officiers. Le 2 juillet, c'est l'avarie. La frégate s'échoue sur un banc de sable à 95 km au large de la terre ferme. Un grand radeau est alors construit pour soulager le navire de son matériel lourd. Après plusieurs jours de tentatives pour haler la Méduse, on décide l'évacuation. Les officiers, les matelots et le personnel de la colonie descendent dans les 6 canots de sauvetage. Mais le commandant les suit, abandonnant ainsi son navire, alors qu'il reste encore à bord un certain nombre d'hommes. Quelques marins, et surtout des soldats, sont contraints à descendre sur le radeau. Les embarcations vont tenter de le remorquer, mais très vite, les câbles sont coupés. Les canots mettent à voile et s'éloignent, tandis que sur le radeau, lourd et ingouvernable avec ses 20 mètres de long et 7 mètres de large, 147 personnes sont entassées. Géricault a enfin trouvé le sujet idéal pour un grand tableau d'histoire moderne. L'artiste va restituer l'histoire du radeau en une 40aine de dessins. Il y a d'abord, dès la 2e nuit de dérive, la révolte. Sur le radeau, pas de vivres, seulement une barrique d'eau et plusieurs devins. La mer est forte, les militaires affolés attaquent leur chef, s'emparent d'une barrique, se saoulent, cherchent à s'aborder le radeau. Les officiers massacrent les mutins à coups de sabre. 63 hommes sont tués. Certains deviennent fous. Cadavres, déments, blessés sont jetés à la mer. Géricault va tenter de raconter tout en une seule scène. Puis, dès le 4e jour, on commence à découper les lambeaux de chair sur des cadavres et on les dévore. Révolte, crise de folie, liquidation sommaire vont se succéder ainsi durant plusieurs jours. Enfin, c'est le sauvetage. Le 17 juillet, après 13 jours de lente dérive, l'un des autres navires de l'escadre, le brick Argus, reparti à la recherche des naufragés, vient les sauver. Il ne reste que 15 survivants à bord. 5 mourront dans les jours qui suivent. Mais dans ce moment final, tout est déjà joué
et le peintre va préférer se concentrer sur les instants juste précédents, celui où les naufragés découvrent le brick à l'horizon. Brève crise d'exaltation, certes, mais suivie d'un grand désespoir, car ils pensent qu'on ne les a pas aperçus. Le thème de l'homme agitant des chiffons apparaît. Apparaît aussi le motif de l'homme tenant dans ses bras un jeune homme mort. On les appellera plus tard le père et le fils. D'autres dessins inversent le sens du radeau et celui du vent. Une esquisse à l'huile précise la scène. Le groupe du père et du fils à gauche, le cadavre à plat ventre, les hommes au chiffon. Nouvelle étape. L'un des tonneaux devient le piédestal d'un homme qui, soutenu par un autre, se dresse au-dessus du groupe. Plusieurs dessins développent ce thème. Enfin, le peintre exécute une seconde esquisse à l'huile qu'il n'achève pas car il semble avoir trouvé l'organisation de sa future toile. En juin 1818, Géricault loue un atelier beaucoup plus grand au faubourg parisien du Roule. Il y transporte une toile géante, 22 pieds sur 15, soit environ 7,10 m par 4,91 m. À partir de l'automne, il ne sort plus de son atelier. Une seule obsession, le radeau. Le travail durera 9 mois. Le peintre va faire poser les acteurs survivants du drame, comme Coréard, qui est devenu son ami. Un autre camarade, Théodore Lebrun, pose lui pour le visage du père, auquel un modèle d'atelier prêtera son corps. Le tout jeune Eugène Delacroix est quant à lui le personnage mort à plat ventre, juste à côté. Un modèle noir bien connu, Joseph, pose lui pour les 3 figures nègres du tableau. De plusieurs de ces individus, Géricault peint aussi les portraits grandeur nature. En même temps, il se livre à une série d'études très particulières. Celles-ci vont nourrir légendes et rumeurs autour de ses goûts macabres. Désireux d'analyser les tonalités de la chair morte, Géricault emprunte des fragments de cadavres à l'hôpital Beaujon tout proche. Bras, jambes, tête. Les visiteurs de l'atelier se plaignent de l'horrible puanteur. Ces toiles autonomes vont faire l'admiration de Delacroix, qui déclare, je cite, que la peinture n'a pas toujours besoin de sujet. Expression, position, ombrage sont étudiés à l'aide d'une nouvelle série d'une 60aine de dessins. L'homme qui cherche à se relever, l'homme à genoux. Géricault reporte ses dessins sur sa grande toile. Sur le fond clair, la composition prend peu à peu l'aspect d'un grand groupe d'anatomie flottant dans l'espace. Il reste maintenant à composer le paysage marin, et c'est un séjour au Havre qui va permettre au peintre de saisir les nuances de ciel et de la mer au soleil levant. Depuis le XVIIe siècle, le naufrage est un grand thème de la peinture de marine. Éléments déchaînés, monde à l'envers, approche de la mort, horreur des derniers instants. La confiance dans la technique, la maîtrise de l'homme moderne sur la nature sont mises en échec. Le naufrage est une sorte de vanité à grande échelle. On peut y voir une répétition du déluge, de la fin du monde, du jugement dernier. Géricault se souvient d'ailleurs de la tonalité noire du déluge peint par Poussin. Également des violents contrepoints du déluge de Girodet, de la chute
désordonné et désespéré décor du jugement dernier de Michel-Ange. Les sculptures de Michel-Ange l'ont aussi sans doute inspiré. Mais ces réminiscences artistiques n'auraient-elles pas transformé le projet original ? Les naufragés étaient squelettiques, hirsutes, en haillons. La peau de leurs membres brûlée par le soleil et rongée par l'eau de mer était à vif, rouge sang, purulente. Et autour de ces écorchés vifs pendaient, accrochés aux étais, des lambeaux de chair humaine qui séchaient. Une image, on s'en doute, que l'époque n'aurait sans doute pas supportée. Et pourtant, ne subsisterait-il pas quelques indices de ces horreurs ? Le cadavre de gauche, par exemple, dont seul le thorax émerge des planches du radeau, semble tronçonné. Des débris rougeâtres sont présents ici ou là, mais ce sont des restes d'uniformes militaires. Et des traces de sang se voient sur le pansement de l'homme âgé et sur sa blessure. Et puis les épisodes violents des jours précédents sont suggérés par certains accessoires, comme la hache ici, abandonnée après la fin des combats. Les tonneaux de vin, sans doute responsables des crises de folie. Et enfin, la croix de la Légion d'honneur, pendue au col du vétéran, prouve que l'histoire n'est pas intemporelle, que ces personnages sont bien des Français et des contemporains de l'artiste. Le drame est comme rappelé par les nombreuses lignes heurtées qui quadrillent toute la composition. Lignes figurées, réseaux entrecroisés de planches, d'espars, de vergues. Une poutre, au premier plan, vient briser en biais ces rythmes. Oblique du mât, des haubans et de la vergue. Courbe des tonneaux, grand drapé de la tente, courbe de la voile qui épouse la découpe déchiquetée et menaçante de la vague. D'autres lignes sont quant à elles plutôt suggérées. Le sens du vent qui gonfle la voile vers la gauche. La grande vague qui déferle en sens inverse. Et enfin, celle de la pyramide humaine avec son axe ascendant de gauche à droite. Mais Géricault, le pinceau à la main, reste toujours dessinateur. Et le modelé, vous le voyez ici, eh bien, se fait toujours à l'aide de hachures juxtaposées. La toile ne manque pas néanmoins de portraits vigoureux, mais comme plusieurs personnages tournent le dos au spectateur, eh bien, c'est aux mains que le peintre va conférer toute l'expressivité. Tableau géant imaginé et peint pour un musée, le radeau de la Méduse, s'il vaut une médaille à son auteur au salon de 1819, n'est pourtant pas acheté immédiatement par l'État français. À l'invitation d'un entrepreneur de spectacle, il traverse la Manche et est exposé à l'Egyptian Hall de Londres, où il attire des foules de visiteurs considérables. Et ce sera seulement en 1824, au lendemain de la mort prématurée du peintre, que le tableau sera acquis par le musée du Louvre. Des naufrages terribles, il y en avait alors des dizaines chaque année sur les mers du globe, et pourtant, aucun, je crois, n'a laissé un tel sillage de traces écrites. Premier récit de Savigny, qui va déclencher de grands remous politiques, interrogatoire des rescapés, minute du conseil de guerre qui va dégrader le commandant et le condamner à 3 ans de prison, rôle d'équipage de la Méduse, véritable tombeau de papier des disparus. Livre, enfin. Savigny et Coréard ont été horrifiés d'avoir été abandonnés par des officiers de marine. Leur ouvrage est donc d'abord un acte de vengeance. Et si le récit a une telle véhémence,
c'est sans doute aussi qu'il se nourrit de la secrète culpabilité de ses héros ambigus. Géricault le sait bien et le montre d'ailleurs dans ses dessins. Les survivants du radeau, eh bien, ce sont ceux qui étaient armés et qui ont décidé sans pitié de la mort des mutins ou du cruel achèvement des blessés. L'horreur des supplices hante d'ailleurs le peintre. En Angleterre, Géricault sera témoin d'une exécution publique et traduira en quelques traits de crayon la monstruosité placide du gibet et de ses exécuteurs. L'histoire du radeau condense ainsi plusieurs thèmes tragiques. Fausses illusions d'une expédition coloniale. Alors que l'esclavage vient d'être aboli, certains au Sénégal continuent à pratiquer le commerce des esclaves. Ce thème reviendra plus tard chez Géricault, qui aura le projet d'une grande toile sur la traite des Noirs. Également lâcheté meurtrière de la hiérarchie militaire qui abandonne les hommes de moindre importance à un destin funeste. Mutinerie, carnage, sélection des plus faibles, folie. Cette folie qui fascinera aussi Géricault, qui fera peu après le radeau d'étonnants portraits de monomanes. Monomane du jeu, monomane du vol, du commandement militaire, ou encore de l'envie. Bestialité. Certains survivants du radeau se battent à mort pour quelques bribes de nourriture. Cannibalisme, enfin, comme ultime symbole de la sortie hors de l'humain. Sur le tableau, l'océan très agité va achever le radeau. Mais miracle, il semble s'ouvrir, cet océan, se faire plus calme, et même horizontal, dans une percée où justement se profilent les contours de l'Argus. À cette trouée d'espérance, un seul personnage est vraiment indifférent. L'homme âgé. Il tourne le dos à l'émotion des autres. Il est comme plongé dans une méditation au-delà de tout espoir. Il emprunte sa position accablée à la mélancolie de Dürer. Il retient, mais encore pour peu de temps, le corps mort d'un tout jeune homme, formant ainsi une sorte de transposition moderne du célèbre groupe antique montrant Ménélas soutenant le cadavre de Patrocle. Père et fils, ou bien plus simplement figure de l'injustice de la mort qui frappe sans distinction d'âge. Cette scène ne correspond en tout cas à aucun épisode réel du naufrage. Dans le radeau peint par Géricault, plus de femmes. La seule présente à bord, une cantinière une fois blessée, avait été jetée à l'eau comme bouche inutile. Le peintre, dépassant sa minutieuse enquête documentaire, montre une assemblée d'hommes musclés aux membres entremêlés. Et cette forte conalité érotique, cette pyramide de gymnastes enlacés, n'a pas manqué à l'époque de susciter l'ironie des commentateurs. Au premier plan d'ailleurs, le sexe masculin est présent, mais il est mort ou voilé, comme pour dire peut-être que l'énigme n'est pas vraiment dans l'objet lui-même. Dans ses dessins inspirés de l'antique, Géricault montrait des scènes de rapt, de séduction, d'étreinte amoureuse. Chaque fois, la guerre et l'amour se mêlaient. Torsion et distorsion traduisaient la confusion et le combat furieux des sexes, fruit de la lecture des mythes anciens. Du reste, l'artiste a pu être aussi stimulé par le nom même de Méduse, une des trois gorgones à la tête entourée de serpents et dont le regard était pétrifiant. Le radeau s'apparente lui aussi à une sorte de monstre légendaire. Les naufragés l'avaient d'ailleurs surnommé la machine. Ses poutres mal assemblées roulaient, s'enfonçaient sous l'eau, s'écartaient, cassaient des jambes, écrasaient les corps, les rejetaient aux requins. Machine infernale,
broyeuse, castratrice, dévoreuse d'hommes, invention diabolique qui annonce la machine à décerveler d'Alfred Jarry ou encore la machine à tuer de la colonie pénitentiaire de Franz Kafka. Et le tableau est à son tour une grande machine qui va recycler des mythes, des souffrances, des révoltes. Il vient déranger l'ordre classique du musée. Il force les visiteurs à s'arrêter, à réfléchir, à tenter de comprendre l'histoire cachée. Ce pur fantasme que Géricault a mis en scène n'en finit pas de susciter d'ailleurs des lectures. La fascination du peintre pour la mort, ses relations incestueuses avec sa jeune tante, sa paternité cachée, sa fin tragique et comme désirée, tout a été invoqué pour donner un sens au radeau de la Méduse. Mais l'idée la plus simple reste sans doute la plus vraie. À partir d'une histoire moderne, somme de toutes les transgressions possibles, le peintre a tenté d'édifier au sein du musée moderne un monument d'excès, comme l'avaient fait avant lui, au cœur des églises, des artistes comme Michel-Ange ou plus tard Caravage. 40 ans après son apparition au Salon de 1819, on juge le chef-d'œuvre de Géricault ruiné. On croit que le peintre a abusé du bitume, un matériau qui ne sèche jamais, va toujours en s'assombrissant et finira par détruire, dit-on, l'œuvre originale, dont des zones entières semblent ruisseler. Tableau consacré à la mort, il serait donc lui-même rongé par un mal mortel. Le 1er mars 1858, les peintres Pierre-Désiré Guillemet et Étienne Ronjat vont attirer l'attention du comte de Newkirk, qui était alors le directeur général des musées impériaux, sur la détérioration croissante du radeau de la Méduse. Les deux artistes vont proposer alors d'en effectuer une copie fidèle, avant restauration, pour en préserver au moins le souvenir en cas de perte irrémédiable de l'original au cours de leur intervention. Le 3 mai 1858, le ministre d'État en charge des Beaux-Arts autorise la réalisation de la réplique à l'échelle 1. 2 ans plus tard, le 10 septembre 1860, Guillemet et Ronjat avertissent Newkirk de l'achèvement de la tâche et celui-ci se déclare, je cite, « très satisfait du résultat ». La grande toile est déposée par l'État au musée d'Amiens dès 1864, dans le cadre d'une judicieuse politique engagée à cette époque pour doter le nouveau musée. Le premier musée, d'ailleurs, à avoir été construit en France pour être, dès le départ, un musée. Elle est alors, cette copie, l'un des clous du spectacle des galeries de peinture au premier étage. Et l'œuvre semble être visible à Amiens par le public jusqu'à la Seconde Guerre mondiale environ, avant d'être ensuite conservée roulée dans les réserves. 60 ans plus tard, c'est une heureuse opportunité qui va tirer l'œuvre de son purgatoire et assurer une restauration fondamentale. L'organisation à Copenhague, Stockholm et Anvers, en 1996 et 1997, d'une exposition qui va permettre la prise en charge de cette opération coûteuse. Malgré tout, la toile ne restera à nouveau que peu de temps visible dans les salles et retrouvera son rouleau en réserve. En 2019, la toile, qui est prévue pour figurer dans le nouvel accrochage du musée rénové, va faire l'objet de nouveaux soins attentifs. Déroulée, elle est retendue sur un châssis métallique, puis redressée, avant de faire l'objet d'un certain nombre de retouches. Elle retrouvera ensuite la même simèse qu'elle avait occupée sous le Second Empire. Et en guise de conclusion, je voudrais vraiment insister sur la belle qualité de cette réplique.
dont l'exécution avait été précédée par la réalisation due à Ronja, toujours, d'une esquisse préparatoire de dimension réduite, aujourd'hui conservée au musée de Rochefort. Rochefort, qui, je vous le rappelle, était le port de départ originel de la frégate La Méduse. Le monumental tableau amiénois, certes plus lisse, peut-être moins libre aussi que son illustre modèle du Louvre, en contient tout de même mieux qu'une simple reproduction. Les qualités chromatiques et aussi l'élan pathétique font de cette œuvre, à la fois spectaculaire et puissante, un tableau digne d'être accroché au musée d'Amiens, où vous aurez, je l'espère, le plaisir d'aller le contempler dès que possible. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Leguet. Je pense que nous attendions à une conférence passionnante. Nous avons été servis, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup de nous avoir fait entrer dans l'univers de Géricault et de nous avoir commenté cette fabuleuse toile qui se trouve donc au musée de Picardie d'Amiens. Voilà, ainsi s'achève l'année universitaire 2020-2021 de l'Université rurale de la Cologne. Alors, ça a été une année très particulière, hein, comme je vous le disais, on l'a commencé en présentiel, on l'a terminé en distanciel, comme maintenant ce sont des mots qui sont tombés dans le langage courant. C'est quelque chose que nous avons voulu, nous n'avons pas voulu arrêter le cycle de conférences malgré les épreuves que nous traversons. Et donc, nous avons voulu poursuivre nos conférences via la page Facebook et la chaîne YouTube Tincourt TV. Je pense que nous avons fait le bon choix. Vous êtes à peu près entre 1000 et 1500 personnes à nous regarder à chaque conférence. Et donc, je pense que même si le contact avec les participants nous manque beaucoup, c'est quelque chose qui va perdurer et qui est important pour nous. Nous tenions avec le comité des sages aussi à remercier toutes les communes qui nous ont apporté leur soutien, même en cette période un petit peu difficile. Et je vous donne surtout rendez-vous à l'année prochaine. Le comité des sages est en train de vous concocter un programme différent, éclectique, des nouveaux thèmes, des choses nouvelles. Et donc, je vous donne rendez-vous. La première conférence aura lieu au mois d'octobre 2021. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien et à l'année prochaine.